Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision, où nous traitons des questions politiques mais également sociales. On prend des questions importantes, les mettons sur la table avec des invités politiques mais aussi des acteurs sociaux. Nous parlons de ce qui intéresse notre pays. C'est un mouvement né d'un ras-le-bol, un mouvement né d'un cri de révolte, d'un jeune qui travaillait confortablement dans une banque mais qui a vu la gabegie et la corruption dans laquelle son pays était plongé. Il a décidé d'hausser la voix et il se retrouve aujourd'hui en exil. À Bruxelles, on parlera de ça. Madame, Messieurs, aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'association UNI. C'est une structure qui traite donc de la lutte contre la corruption. Cette émission sera essentiellement tournée sur la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Et j'ai le réel plaisir de recevoir le coordonnateur du mouvement UNI ici en République démocratique du Congo, les coordonnateurs. C'est donc M. Jimmy Kandewakande. M. Jimmy, bonsoir. Bonsoir Claude. Merci à vous de nous recevoir ici chez vous. Avec vous, donc, on va se balader sur cette question importante de la corruption. Je disais que vous êtes coordonnateur de la structure UNI. Et j'ai dit que c'est né d'un jeune. On se rappellera de M. Lumumba. UNI, c'est quoi exactement? Alors, déjà merci encore une fois de plus pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de notre mouvement sur vos ondes. Alors, UNI, c'est vrai, est parti d'une idée, est parti de plusieurs personnes, dont Jean-Jacques Lumumba, parce que c'est le plus connu de tous, d'un ras-le-bol. Comme vous le savez très bien, notre pays... Jean-Jacques Lumumba qui travaillait à la BGFI, on rappelle l'histoire, qui a lancé, qui était un peu un lanceur d'alerte dans la situation de la BGFI avec la Commission électorale nationale indépendante. Effectivement, Jean-Jacques Lumumba, qui est pratiquement le premier lanceur d'alerte congolais, qui, au regard de la situation dans laquelle nous vivons, la corruption qui est monnaie courante dans notre pays, qui a eu à dénoncer un certain nombre de faits dans la banque dans laquelle il travaillait. Et aujourd'hui, il n'a pas voulu rester au loin parce qu'il se retrouve en exil dans les conditions certainement que vous savez. Il a voulu, ensemble avec d'autres amis, mettre en place une structure qui allait lutter contre la corruption. C'est alors qu'a vu le jour UNIS, Mouvement Blanc. Normalement, c'est Réseau panafricain de lutte contre la corruption. Mais le nom, généralement, que plusieurs personnes connaissent, c'est UNI Mouvement Blanc. UNI Mouvement Blanc, pourquoi? Parce que dans notre association, on veut avoir tout le monde. On veut avoir tout le monde, que vous soyez catholique, que vous soyez chrétien, musulman. On veut dire qu'ici, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez coucher vos idées sur une feuille qui est blanche afin que le Congo puisse faire face à cette gangrène qu'est la corruption. C'est une très bonne chose. Mais on reproche souvent à ces genres de mouvements d'être récupérés dans un élan néocolonialiste. On a vu des mouvements citoyens être ici, après on les a vus derrière Soros. Lorsque Jean-Jacques Lumumba a lancé son alerte, on a dit que c'était pour de besoins des papiers, il était à Bruxelles, il devait avoir des papiers. Mende a dit que c'était une histoire fomentée dans les soucis d'avoir des papiers. Est-ce que ce n'est pas dans ces sens-là que vous œuvrez, ou ici il y a plutôt de l'indépendance, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas des structures étrangères derrière vous? Non, il n'y a aucune structure étrangère. Pour parler de M. Mende, qui à l'époque était ministre et porte-parole du gouvernement, il était dans son rôle. Il était celui qui devait défendre le gouvernement bec et ongle. Vous travaillez pour l'impérialiste, les jeunes Africains, vous faites recruter par l'impérialiste, vous montez des structures comme ça pour asseoir l'impérialisme dans nos pays. C'est comme ça que les dirigeants vous présentent, vous et les mouvements citoyens, vous tous. Mais je pense que l'action, lorsque vous regardez, on dit mouvement de lutte contre la corruption. Tout État sérieux, normalement, qui se veut être sérieux, se doit d'appuyer de telles initiatives. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, si nous acceptons de nous engager dans ces combats qu'est la corruption, parce que nous sommes les premiers à souffrir de conséquences de la corruption. Ce n'est que normal que ceux-là, normalement, qui sont au pouvoir, qui bénéficient de certains avantages, qui vivent très confortablement avec leur salaire, qui roulent carrosse, de pouvoir à un certain moment, lorsque des gens se lèvent pour dire que ça suffit, il faut que ça change, ce n'est que normal que ces genres de politiciens puissent avoir ce genre de discours. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays. Nous ne voulons pas autre chose que le changement de ce pays. Après, pour essayer de discréditer l'action que nous menons, pour essayer de discréditer ce que nous voulons voir dans notre pays, ce n'est que normal que ces gens-là puissent nous accuser de tout ce qu'ils veulent. Mais nous, ce que nous voulons, c'est un changement de pouvoir
voir un changement dans notre pays. Donc vous avez bien compris les diatribes de Mende à cette époque, lorsqu'il parlait des gens comme quelqu'un qui était en quête de papiers en Europe, qui a fait du sensationnalisme pour bénéficier de bonnes grâces de l'impérialiste. Je comprends celui qui était dans un rôle de pouvoir défendre un régime. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut discréditer quelqu'un. Du coup, on essaye de tirer à boulet rouge à tout bout de champ pour essayer de pouvoir attirer la sympathie de la population qui était déjà en train de vomir ce régime-là. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, M. Jean-Jacques Lumumba, qui est le président de l'association, travaillait dans une banque. Il était cadre dans une banque. C'est-à-dire les moyens pour aller en Europe, il en avait, il pouvait y aller. Donc ce n'est pas pour avoir les papiers qu'il a voulu aller en Europe, mais c'est parce qu'il en avait ras-le-bol. Et je pense que nous devons encourager ces genres de jeunes qui, au milieu des antivaleurs qui gangrènent notre pays, acceptent de prendre le risque. Parce que c'était au prix de sa vie qu'il a essayé de le faire. Donc nous devons encourager. Et les personnes qui se mettent sur le chemin de gens qui dénoncent les antivaleurs sont les personnes qui profitent du système. Et nous disons que les choses doivent changer. Mais il a dénoncé un système qu'incarnait Kabila et son régime. Pourquoi il est encore en exil aujourd'hui? Est-ce qu'il se sent toujours en insécurité malgré l'alternance que beaucoup de Congolais et beaucoup d'Africains ont applaudi? Alors, c'est vrai qu'il faut saluer l'alternance, mais nous connaissons tous les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui avec cette alternance. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons l'ancien régime qui occupe encore certains postes de responsabilité, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas seul. Il est en coalition avec ceux-là qui ont dirigé hier. Alors, c'est deux fois très facile de pouvoir poser cette question, mais la réponse n'est pas toujours aussi facile, parce qu'aujourd'hui, M. Jean-Jacques Lumumba est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants. Ça veut dire quoi? Il est toujours en insécurité, il a toujours peur je suis en train, le pays. Je suis en train de... Là aussi, c'est des questions que beaucoup de ses détracteurs lui posent. Je suis en train de répondre, c'est-à-dire qu'il a une famille. C'est-à-dire aujourd'hui, il a commencé une nouvelle vie en Europe. C'est-à-dire que c'est une décision qu'il faut prendre. Et il ne réfléchit pas seul. Il a une femme, il a des enfants. C'est-à-dire que c'est une décision qu'il faut prendre. Deuxièmement, il se retrouve aujourd'hui encore en procès avec son ancien employeur. Quelque chose qui n'est pas encore réglé. Donc aujourd'hui, il est en procès avec son ancien employeur au niveau de Paris. Il faudrait qu'il puisse y avoir encore, que la justice puisse trancher sur un certain nombre de choses. Et, comme je l'ai dit encore, qu'il y a encore certaines personnes qui autrefois voulaient lui faire du mal, qui sont encore là aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui pense réellement et beaucoup au Congo et qui continue de loin là où il est à travailler pour l'intérêt du Congo. Je voudrais qu'on parle de la corruption, mais je voudrais d'abord qu'on élague un peu pour permettre à ce que nous suivent de comprendre un peu la philosophie de UNIS. UNI plutôt, pourquoi j'ai dit UNIS UNI aujourd'hui c'est pratiquement une structure panafricaine, parce que vous n'êtes pas qu'au Congo, vous êtes aussi à l'étranger. Mais dans le fonctionnement, ça se passe comment? Lui-même, Jean-Jacques Lumumba, se déplace vers les autres. Est-ce que vous êtes à l'étape de l'implantation? Vous travaillez comment exactement? Présentez-nous un peu la structure. Alors, comme je l'ai dit, notre structure s'appelle Réseau panafricain de lutte contre la corruption. UNI en sigle. Et généralement, nous avons l'habitude de le dire UNIS, simplement parce que ça fait un peu... disons-le comme ça fait un peu swag de dire UNIS. Alors, comment est-ce que nous fonctionnons? Chaque entité, dans chaque pays, fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, qui sommes en RDC, nous avons une certaine autonomie dans notre fonctionnement. C'est-à-dire autonomie financière, autonomie décisionnelle, vous prenez les décisions, vous organisez vous-même, vous n'avez pas une autorité morale sur votre tête qui vient, qui donne des instructions, des injonctions. Nous n'avons pas d'autorité morale et je pense que le jour où UNIS aura une autorité morale, c'est le jour où personnellement je démissionnerai, parce que je ne comprends pas cette philosophie-là déjà, d'avoir une autorité morale dans nos structures. C'est vraiment parmi les choses que nous décrions en tant que jeunes, là je parle de moi, que nous décrions en tant que jeunes autorité morale. C'est un peu anormal que des personnes qui ont censé être répondants au regard de leur conscience puissent placer leur morale sous la direction d'une certaine personne. C'est pas quelque chose de bien. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est que nous avons une certaine autonomie dans ce que nous faisons. Nous sommes ici en RDC, nous nous organisons. UNIS, il ne faut pas l'oublier, n'a qu'une année d'existence.
La sortie officielle a eu lieu en Belgique l'année dernière. Ici, nous sommes dans cette phase où nous sommes en train de travailler pour essayer d'asseoir la structure ici au Congo et de permettre à ce que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en tant que mouvement de lutte contre la corruption. Mais nous avons une certaine autonomie. Nous ne dépendons pas de l'étranger. Nous travaillons en synergie. Il y a des objectifs que nous avons en tant que groupe panafricain et aussi des objectifs que nous avons en tant qu'entité ici en RDC. Revenons justement par rapport à l'entité ici en RDC. Vous êtes coordonnateur des UNIS ici en République démocratique du Congo. Quelle est la situation de la corruption? Ça fait une année qu'il est là. Félix Antoine Tshisekedi s'est fait chantre de la lutte contre la corruption. Il a mené des actions. On parlera notamment de la structure qu'il venait de mettre en place. On parlera aussi de la situation avec Vital Kamerhe et les autres qui se retrouvent en prison. Mais globalement, après une année de pouvoir, après une année de création, comment vous voyez la situation de la corruption en RDC? Nous en sommes où? Est-ce que vous pensez que nous évoluons ou plutôt on recule là? Alors, il faut avoir des référentiels. Et aujourd'hui, les référentiels, c'est par exemple le rapport de Transparency International qui publie chaque année les pays avec des indices de corruption dans le monde. C'est-à-dire, les pays sont classés. Il y en a au moins 180 pays. Alors, si on doit se référer à cet indice-là, à fin 2018, la RDC était classée 161e. Et le dernier rapport... Parmi les derniers pays les plus corrompus. Donc, parmi le dernier pays... La corruption battait son plein. Effectivement. Alors, fin 2019, début 2020... Là, Tshisekedi est déjà au pouvoir. Là, Tshisekedi est déjà au pouvoir. Transparency International a publié un nouveau rapport. Un nouveau rapport qui classe la RDC 168e. Ça veut dire que nous avons perdu 7 places. Attendez, ça c'est quand même grave. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que le chantre de la lutte contre la corruption que nous avons comme président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, la situation de la lutte contre la corruption s'est aggravée. À l'époque de Kabila, c'était mieux que depuis que Félix est au pouvoir. Alors, il faudrait relativiser. Relativiser. Nous sommes dans un système qui fonctionne depuis 2 années. Là, j'ai évoqué le rapport Transparency International. Si on doit se figer sur ce rapport-là, c'est vrai, la situation s'est détériorée. Et je pense que, auprès de l'un de vos confrères, à la fin de l'année, nous avions jugé, nous, UNIS Mouvement Blanc, mitigé le bilan du président Félix Tshisekedi en matière de lutte contre la corruption. Et nous avons dit que nous croyons, comme il avait décrété l'année 2020 comme étant une année de l'action, nous étions aussi en train d'espérer voir un certain nombre d'actes qui allaient être posés pour essayer de lutter contre la corruption. D'ailleurs, vous-même, je me rappelle, c'était le 6 décembre, vous avez dit que 2020 était une année de lutte contre la corruption. Effectivement, parce que nous, en tant que... Il faudrait qu'on se mette dans l'esprit d'abord. Nous, en tant qu'association, nous ne venons pas combattre le gouvernement, nous ne venons pas combattre ceux qui dirigent, mais nous venons, au regard de certain nombre d'informations que nous pouvons avoir, nous venons leur apporter notre expertise, nous voulons leur apporter un certain nombre d'informations pour leur permettre de pouvoir changer les choses. C'est ce que nous faisons. Alors, nous avons dit que le bilan était mitigé parce qu'il n'y avait pas encore de réforme, il n'y avait aucune action en justice pour essayer de radiquer cette gangrène. Là, nous sommes au mois de décembre, donc nous sommes en l'année 2019. Effectivement, nous sommes en fin d'année 2019. Le bilan était mitigé. Alors, et nous avons dit que le président, en proclamant l'année 2020 comme étant l'année de l'action, reconnaissait de manière tacite que l'année 2019, il n'y avait pas assez d'actions qui ont été faites dans ce sens-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous croyons dans une autre dynamique et nous pensons qu'on va essayer de voir que ce que Transparency International va nous dire pour cette année. Parlons-en. Vous dites qu'en 2019, j'ai encore, en préparant cette émission, lu votre déclaration, je me rappelle c'était le 6 décembre, où vous avez dit que les bilans étaient assez mitigeux, et puis vous avez parlé de l'année 2020, qui sera une année d'action. Avant que Transparency publie son rapport, parce que c'est à la fin de l'année, vous êtes coordonnateur, vous êtes sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril, donc fin avril déjà, bientôt c'est le mois de mai. Quelle est la situation depuis les débuts de l'année jusqu'à présent? Est-ce que vous pensez que finalement, Félix Antoine Tshisekedi
a enclenché les mouvements pour lutter la corruption et que le pays finalement a décidé de faire des actions, ou vous êtes toujours dans le même constat que vous l'avez fait en décembre dernier? Alors, il faut présenter les choses de deux manières. Premièrement, il y a tous ces scandales en répétition, ou cette saga de la corruption auquel nous sommes en train d'assister. C'est-à-dire que en témoigne encore le programme de 100 jours où on a retrouvé un nombre incalculable de faits de corruption. Alors, il y a une chose, il y a les faits des corruptions qui sont signalés et la capacité de l'État à pouvoir faire face à ces faits. Et la capacité de la justice à pouvoir amener ces personnes qui sont accusées de corruption à pouvoir répondre de leurs actes au niveau de la justice. On va certes dire que, encore cette année, nous remarquons qu'un nombre incalculable de faits de corruption sont signalés, mais nous sommes aussi en train de voir qu'il y a comme un certain nombre de pas qui sont en train d'être faits au niveau de la justice pour essayer de pouvoir arrêter ces gens-là, ou de pouvoir faire en sorte que ceux-là qui sont accusés puissent répondre au niveau de la justice. Là, vous ne dites rien. C'est la théorie du verre à moitié plein. Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À moitié vide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Moi, je suis un ignorant dans ce domaine-là. Je suppose que ce sont également mes téléspectateurs. Où sommes-nous, monsieur Jimmy? Est-ce que vous pensez que dans les 4 mois ici, la machine pour lutter contre la corruption s'est mise en branle, ou on est encore en pleine léthargie, ou plutôt que la situation change? Mais là, vous soufflez les chauds et les froids, on ne comprendra pas. Je ne souffle pas le chaud et le froid. J'essaie de présenter le problème. Parce que il ne faudrait pas que les gens comprennent que parce qu'il y a un nombre incalculable de faits de corruption qui sont signalés, que la machine n'est pas mise en marche. C'est-à-dire, je voulais d'abord dire que c'est vrai, il y a un nombre incalculable de faits de corruption qui sont signalés. Mais on assiste quand même à une justice aujourd'hui qui semble, je pèse bien mes mots, qui semble maintenant faire son travail. C'est-à-dire, dans la lutte contre la corruption, on est en train de voir un certain nombre de pas vers l'avant. C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec certaines autorités, certains cadres d'entreprises privées qui ne pouvaient pas hier être poursuivis par la justice, être aujourd'hui poursuivis par la justice. C'est un pas positif dans la lutte contre la corruption. C'est pour ça que je suis en train de dire, nous sommes dans une bonne dynamique. Nous sommes dans une bonne dynamique dans la lutte contre la corruption. Mais il ne faudrait pas s'enflammer parce que là, on est encore... C'est vrai qu'il y a, pour certains cas, il y a des procès qui doivent normalement avoir lieu dans les jours qui viennent, mais on attend encore l'issue. Mais en termes d'actions qui sont aujourd'hui menées en justice pour inquiéter ceux-là qui seraient accusés de corruption, il y a une certaine avancée dans la lutte contre la corruption. Là c'est un peu plus clair. Donc, il y a eu une certaine avancée que vous réjouissez par rapport à ça. Parlons-en justement par rapport à ces avancées. On a vu aujourd'hui Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, se retrouver en prison. On a vu des grands manias des investissements ici au Congo, comme M. Blattner, comme M. Jamal, se retrouver en prison. Les proches de Félix Antoine Tshisekedi prennent ces exemples-là comme de preuves patente que finalement la machine s'est mise en marche. Est-ce que vous avez le même sentiment? Est-ce que quand vous regardez Félix Antoine Tshisekedi, vous avez le sentiment que finalement il passe des promesses, il passe de son statut de laudateur des luttes contre la corruption en acteur? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait pas s'enflammer trop vite. Parce que jusque-là, il n'y a encore personne qui n'est condamné pour des faits de corruption. Il faut saluer l'avancée de la justice. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans notre pays. Des hommes influents, tant sur le secteur économique ou sur l'appareil étatique, être appelés au niveau de la justice. Ce sont des points positifs qu'il faudrait mettre, en tout cas dans le bilan du président de la République, que nous allons encore inviter, ou bien même toute la classe politique, à ne pas interférer dans ce qui est en train d'être fait dans la justice. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas oublier que ce ne sont pas les seuls faits des corruptions qui sont connus dans ce pays. Donc on voudrait bien que cette lutte, ou ces semblants en tout cas, encore jusque-là, de décollage de l'appareil judiciaire, que cela puisse en tout cas s'étendre à tous les autres dossiers, que ce soit actuellement
ou dans le passé, que ceux-là qui seront accusés des détournements de deniers publics, ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à jouer avec l'argent des Congolais, qu'ils puissent être appelés à pouvoir répondre. Vous parlez du passé, le président dit qu'il n'est pas là pour faire la chasse à la sorcière. Le président dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Vous êtes né, je parle des UNIS, hein, du centre d'un scandale financier, notamment la question de la BGFI avec la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, vous militez pourquoi? Pour que finalement, qu'on ouvre la boîte à Pandore, c'est lui que Félix appelle la boîte à Pandore, en fouillant les passés du Kabila, en revenant sur des dossiers sensibles comme Panama Papers avec Jeannette Kabila où on parlait de milliards, en ouvrant les dossiers comme Semlex avec les passeports Gate. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour donner d'autres signaux forts, il faut qu'on aille jusqu'à ce que Kabila a fait pendant les 18 ans passés? Alors, nous, ce qu'on demande, on veut simplement que ceux-là qui sont coupables des faits de corruption dans ce pays et que des faits qui sont avérés, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Est-ce que vous avez une shortlist des cas patents de corruption sur lesquels vous voudriez quand même voir la justice se mettre en mouvement? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs faits. Il y a plusieurs faits qui peuvent être cités, parce qu'il faut savoir, peu importe qu'on cite les faits de corruption, jusque-là, les personnes qui peuvent être entachées de ce fait demeurent encore innocentes. Okay? Il faut qu'il puisse y avoir une justice qui puisse établir les responsabilités et que ceux-là qui seront reconnus coupables, non pas au regard de la justice populaire, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux aussi, de fois, c'est comme une forme de tribunal où on juge certaines personnes. Il faudrait que ceux-là, ce que nous demandons, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, que ceux-là qui seront coupables de faits de corruption, qu'ils puissent répondre de leurs actes, qu'ils puissent avoir des procès équitables, des procès qui ne soient pas politiques, mais qui soient de personnes qui répondent en âme et conscience devant la justice. Donc vous répondez comment aux gens qui pensent par exemple qu'on nous tourne la page, hein, au nom de la paix, il ne faut pas aller fouiller dans ce que Kabila a fait, profitons de l'alternance. Pour une fois en Afrique centrale, on a un président jeune qui laisse les pouvoirs à un autre président issu de l'opposition. Ne fouillons pas dans le passé, ça risque d'aller remuer le couteau dans le plaid, la politique peut intervenir. Vous n'êtes pas dans cette logique-là, vous êtes dans la logique de fouillement. Il ne faut pas qu'on puisse avoir une culture de croire que ce qui nous est de droit, c'est comme si cela nous est donné en cadeau. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'alternance, c'est un droit constitutionnel. Que nous puissions arriver aux élections, cela est un droit constitutionnel. Mais lui, il l'a fait, hein? Il l'a fait. Non, vous êtes jeune dans ce pays, vous n'avez jamais voté un président, vous n'avez jamais assisté à cette affaire-là. Depuis 60, où on a été indépendant. Ne soyez pas ingrats à ce point-là. C'est comme ça qu'on dit de vous que tantôt vous êtes impérialiste, vous naviguez souvent selon les humeurs de vos maîtres qui sont tapis dans l'ombre et vous ne prenez que l'opposition de ceux-là. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vouloir dire, il faut saluer, il faut saluer, c'est-à-dire le courage. Mais cela n'a pas été, ça a été au prix à un certain moment de gens qui ont accepté de lutter. Il y a eu de gens qui ont perdu leur vie par rapport à ça. Il y a eu de gens qui ont perdu leur vie par rapport à ça. Il y a eu une certaine pression de la rue qui voulait aussi le changement. Donc, ce que nous sommes en train... Il ne faut pas qu'on puisse se placer comme des gens qui s'attaquaient à d'autres personnes. Nous ne nous attaquons pas à des gens. Nous voulons simplement, comme je pense que la plupart des politiciens que vous allez citer, se présentent comme étant des patriotes, comme étant des gens qui aiment ce pays. Et je pense que pour tous ceux-là qui aiment ce pays, la seule chose qui devrait tous nous animer, c'est le respect de loi de ce pays. Et je pense que nous nous inscrivons dans cette logique-là, que les lois soient respectées. Et que ceux-là qui, à un certain moment, ont eu à faire du mal dans ce pays. Parce qu'il faudrait quand même regarder l'état dans lequel se trouve ce pays. Il faut regarder la santé, l'éducation, regarder la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, afin que vous puissiez vous rendre compte qu'à un certain moment, lorsque vous entendez les sommes des détournements, vous vous posez la question de savoir, est-ce que ces gens ont un cœur réellement? Lorsque vous voyez des gens aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus, de gens qui ne savent pas s'acheter de masques parce qu'ils n'ont pas d'argent, à un moment, vous vous posez quand même des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors au nom de tous ces gens, au nom du système sanitaire qui est dégradant, au nom de l'éducation qui est en perte de vitesse, au nom de cette société qui est en train de tout perdre, la justice a un rôle à jouer.
et nous nous attaquons à personne. Nous demandons simplement à la justice de faire son travail. Voilà pourquoi nous avons même lancé une campagne de justice Toza et Longo. Avec votre hashtag, hein, justice Toza et Longo. Oui, et parce qu'on veut dire à la population congolaise, il faut soutenir cette justice. Et en même temps, on veut dire à la justice, nous sommes en attente et nous attendons de toi que tu puisses faire ton travail. Nous ne te demandons pas autre chose, mais nous te demandons de faire ton travail. Vous parlez tout le temps de la justice. Parlons justement de la lutte contre la corruption. Parce que là, nous avons planté les décors sur le gros plan de ce qui s'est passé exactement. Le président vient de mettre en place une structure de lutte contre la corruption et avec beaucoup de critiques. On dit de lui qu'il travaille sur les postulats et les actions passées par Kabila, qui avait un conseiller de lutte contre la corruption qui nous a dit qu'on perdait 15 milliards de dollars américains. Et puis bon, absolument rien n'est fait. Vous pensez que les méthodes, les stratégies mises en place par l'actuel régime pour lutter contre la corruption, c'est ce qu'il faut faire? Ou plutôt qu'au-delà de ça, il y a des gens qui pensent que la seule manière de lutter contre la corruption, c'est d'assurer l'indépendance de la justice, d'assurer l'autonomie des magistrats et des juges, ça ira de soi. Alors, je pense que dans toutes ces questions, nous, dans UNIS, nous pensons que ça ne se contredit pas. Ce ne sont pas des points de vue qui viennent se contredire, mais ce sont des points de vue qui viennent se compléter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour faire face à la corruption, il faudrait que la justice fonctionne de manière indépendante. Il faudrait de l'autonomie dans notre justice. On est d'accord. Maintenant, on arrive dans un aspect où on parle de la corruption. Nous, on préconise, en tout cas, on pense que l'agence qui vient d'être créée, on attend encore de voir comment est-ce qu'elle va fonctionner, mais que ça puisse être un parquet financier sur lequel il y aura un accent particulier sur les faits de corruption qui seront mis. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que pour arriver à lutter contre la corruption, cela nécessite aussi une certaine expertise de magistrats qui puissent savoir comment est-ce que les choses fonctionnent dans les domaines de la finance afin que leur combat puisse avoir de résultats. Et là, vous pensez qu'on n'y est pas encore? On n'a pas encore suffisamment de l'expertise au niveau de nos couloirs, dans nos cours et tribunaux pour lutter efficacement contre la corruption? Je pense qu'il y a encore de la matière qui doit être, comment dirais-je, on doit compléter un certain nombre de choses. Parce que nous allons nous attaquer dans quelque chose qui n'a pratiquement pas existé dans notre pays. On a une justice qui existe. Mais si tu vas dans d'autres pays, tu trouveras de brigades qui se chargent uniquement de la finance, des faits de corruption. C'est là où je dis qu'il y a un certain retard. Il y a un certain retard et je pense que ceux-là qui travaillent actuellement ou qui vont travailler dans cette agence sont en train de vouloir amener les choses dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous qui avons toujours milité pour une entité indépendante, saluons cette initiative. Mais la justice, elle est indépendante. Vous ne voulez pas dire que... Bon, si la justice, elle fait véritablement son travail, ce n'est pas une justice inféodée. On n'a pas besoin de multiplier des structures selon les détracteurs de cette structure-là. On n'a pas besoin de multiplier des structures. On a besoin de responsabiliser celles qui existait déjà. Alors, tout à l'heure, lorsque j'ai commencé par répondre à cette question, je commençais par dire qu'aujourd'hui, la justice, dans son format actuel, il faudrait d'abord commencer par la rendre autonome. La rendre autonome. Et l'histoire de notre pays montre que nous n'avons jamais eu un parquet financier qui se chargerait de délits financiers. Ça n'existe pas. Cela nécessiterait dans sa mise en place, une certaine expertise que nous pensons qu'avec la mise en place de cette nouvelle structure, nous pensons qu'elle viendra avec un certain nombre de réponses qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une agence de lutte contre la corruption, cela ne veut pas dire que cette agence vient pour empiéter sur le travail de la justice. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que cette agence doit exister, mais elle ne doit pas exister pour rien, comme d'autres agences qui existent dans ce pays. Elle doit avoir des objectifs précis, qui sont la lutte contre la corruption, les délits financiers, les blanchiments de capitaux, les financements des terrorismes. Cette structure-là se chargera de ça. Elle doit être outillée
Elle doit être, comment dirais-je, avoir vraiment des gens compétents, des gens qui seront formés pour faire très bien ce travail-là. Monsieur Jimmy, parlons, restons dans le couloir de la lutte contre la corruption. Vous m'avez envoyé un document que j'ai d'ailleurs lu avec délectation, les ponts d'une recherche sur la corruption, où on démontre clairement, en liminaire de cette réflexion, que la question de la corruption n'est pas une question actuelle en RDC. La recherche démontre même que la corruption a commencé depuis l'époque coloniale et qu'elle s'est intensifiée après l'époque post-coloniale. Pour, j'allais dire, un abus, pour un péché aussi ancré dans nos mentalités, dans notre culture, parce que la recherche démontre que déjà à l'époque belge, le Congo était parmi les pays corrompus et que la corruption était déjà ancrée à ce moment-là. Quelles sont les méthodes à mettre en place pour lutter efficacement contre la corruption? Vous êtes, vous, dans ce domaine-là, vous vous spécialisez dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre la structure? Est-ce qu'il faut qu'on ait modifié un peu notre système éducatif en parlant des enseignements sur la lutte contre la corruption? Est-ce qu'il faut des campagnes pour changer la culture? Qu'est-ce qu'il faut? J'ai comme l'impression qu'on est dans une forêt et qu'il faut commencer de partout. J'ai l'impression que c'est un combat qu'on risque de ne pas gagner. Alors, merci beaucoup. C'est une très bonne question que vous posez, en même temps qui essaye de peindre ce que nous vivons dans notre société. J'avais une amie, paix à son âme, qui disait parler de la corruption au Congo relevait d'une tautologie. Vous comprenez un peu à quel stade on situait la corruption dans notre pays. Alors, nous, UNIS, ce que nous proposons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de dire que l'agence de lutte contre la corruption viendra pour éradiquer la corruption dans ce pays. Il doit y avoir d'autres actions qui doivent suivre. Dans l'un de nos champs d'action, et c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est d'arriver à pouvoir faire intégrer dans l'enseignement primaire, secondaire et universitaire un programme d'études, sans pour autant changer les programmes d'études actuels. Qu'il puisse y avoir un programme centré sur la corruption, où les enfants, dès l'école primaire, dès l'école secondaire, à l'université, pourront apprendre sur la corruption, sur les effets néfastes de la corruption, afin que ces enfants puissent être sensibilisés sur la question de la corruption, sur les conséquences de la corruption. Et pour chercher les conséquences de la corruption de leur vie, on ne sera pas obligé de les chercher très loin. Il suffira de leur présenter les systèmes de santé, les conditions dans lesquelles ils étudient, les conditions dans lesquelles ils vivent, pour qu'ils se rendent compte des effets néfastes de la corruption. Il faudrait une éducation afin de prévenir les générations futures. Donc il faut partir de la base, un peu plus bas, donc déjà l'école primaire. Il faut partir de la base. Et ça, c'est un programme qu'on peut faire facilement avec le concours de l'enseignement primaire ainsi que universitaire pour essayer de pouvoir mettre quelque chose qui va dans ce sens-là. Deuxième de choses, il y a la sensibilisation. Il y a la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne vont pas à l'école. Il y a les églises qu'il faudrait aujourd'hui sensibiliser les gens dans les églises, sensibiliser les fonctionnaires. Mais il faudrait, saint Thomas d'Aquin, il dit il faut un minimum de bien-être. Il faut un minimum de bien-être. Il faudrait, parce qu'il faudrait se rendre compte que pour que ces réformes puissent être efficaces, pour que ces réformes puissent apporter des résultats escomptés, il faudrait que le gouvernement change des conditions. Les conditions sociales. On est dans le rêverie, tout ça. Hein? C'est comme ça que j'ai dit. Dans le fond, lorsque je regarde, j'ai comme l'impression que c'est un combat qu'on ne gagnera pas. Il y a tellement de choses à faire, Monsieur Jimmy. Vous en convenez avec moi. Il y a tellement de choses à faire. J'ai peur que ce soit un combat sans fin. Ce qui est bien aujourd'hui, en parlant de rêverie, ce qui est encore intéressant, parce que tout ce qui existe aujourd'hui, c'est parce que cela a été rêvé à un moment. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est de laisser tomber. Parce que le combat est tellement grand. Peut-être que je suis un peu plus réaliste que vous. Hein. J'ai dit, vous êtes dans le rêve, moi je suis dans le réalisme. Peut-être ça la différence entre nous deux. Le réalisme dont vous parlez, c'est de dire à 80 millions de Congolais que le Congo, c'est une partie perdue d'avance. Alors que moi je suis en train de vous dire que c'est possible. Mais c'est possible, on peut aller palier par palier. Pour ceux qui font les projets, savent qu'on a toujours des objectifs. Un objectif qui peut être global
Mais on peut suivre des objectifs qui sont spécifiques, qui nous permettent de pouvoir réduire l'impact de la corruption sur ce que nous faisons ou ce que nous sommes ici en RDC. C'est un combat, je suis totalement d'accord avec vous, qui va nécessiter de grands moyens. Mais il ne faut pas qu'on perde espoir. Il faut qu'on s'investisse pour qu'on puisse avoir des résultats escomptés. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'enseignement. C'est faisable et c'est tellement faisable avec le concours de ces deux ministères, les PSP et l'enseignement supérieur. C'est faisable de pouvoir mettre de canaux de sensibilisation. Et aujourd'hui, si vous avez cité tout à l'heure le rapport de l'ex-conseiller spécial en matière de lutte contre... On parle de 15 milliards de dollars. Et 15 milliards de dollars, il s'agit de la corruption des puissants de ce pays, de gens qui occupent des postes de responsabilité. C'est pour cela qu'on dit, imaginez qu'aujourd'hui, que la justice travaille de manière efficace et on a 15 milliards dans les caisses de l'État. Pensez-vous que pour mener une réforme dans ce sens-là, on ne pourrait pas y arriver? Je pense qu'il y a des points d'ouverture qui s'offrent à nous, que nous devons capitaliser pour permettre à ce que ce pays qui est un héritage, ce pays qui est un don de Dieu, que nous puissions le faire avancer. Sinon, nous serons aussi de ceux-là qui seront appelés à rendre de compte de ce patrimoine qu'est le Congo que Dieu nous a donné. C'est donc l'espoir, le message d'espoir que vous voulez faire passer aux Congolais. Ce n'est pas tard. On peut arriver, on peut y arriver, on peut faire quelque chose. Non seulement on peut y arriver, mais il y a des pistes de solutions qu'il faut exploiter. Et ça, nous faisons un appel à ceux-là qui dirigent. Avec un peu de bonne foi, avec un peu de bonne foi, ce pays peut encore décoller. Aujourd'hui, rares sont encore ceux-là qui osent rêver. Les gens vivent pour manger. Ils ne rêvent plus. L'avenir semble ne plus les captiver. Ils ne rêvent plus. Mais nous voulons dire à ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui, s'il vous plaît, essayons de pouvoir redonner à ce Congolais la dignité qu'il a perdue 60 ans après. Le Congo est toujours parti. On va petit à petit vers la fin de cette émission, mais signale-t-on, une émission très très importante. Il faut qu'on multiplie ce genre de rencontres, peut-être pour sensibiliser les gens. Avec un discours comme ça, ça captive. Monsieur Jimmy, on va peut-être terminer cette émission. Je voudrais que vous vous adressiez au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous donnerai des occasions comme ça, mais je voudrais quand même que vous commenciez par lui, parce que j'ai l'impression que c'est quand même à lui de donner l'impulsion pour qu'on parte des discours vers les actions. Imaginez Félix Tshisekedi en face de vous. Vous avez la passion, la soif de voir ce pays changer. Vous avez besoin des réformes, que les caisses de l'État soient renflouées. Vous direz quoi au président de la République qui est devant vous? Alors, ce que je dirais au président de la République, je pense qu'à l'aube de son élection, en tout cas, il suscitait, il continue encore, je l'espère bien, à susciter beaucoup d'espoir dans les chefs de Congolais. Je pense qu'il a fait preuve des bonnes intentions depuis qu'il est au pouvoir, voulant pratiquement que ce pays puisse redécoller. Et ce que nous voulons lui dire, c'est que ce pays ne décollera jamais si la corruption n'est pas son cheval. La lutte contre la corruption n'est pas son cheval de bataille. Nous voulons lui dire que 80 millions de Congolais ont des yeux rivés sur lui. Et que l'avenir de ces gens est entre ses mains. Nous lui disons, au cher président de la République, nous vous accompagnerons dans toutes les initiatives qui iront dans le sens de pouvoir changer les quotidiens du Congolais. Et c'est un appel même que je lance, non pas seulement au président de la République, mais à tous les acteurs politiques qui, à un certain moment, au regard de leurs intérêts personnels, de fois perdent toute objectivité. Je pense que si le président de la République n'arrivait pas à réussir dans son mandat durant le 5 ans, ici, ça ne sera pas lui qui va perdre, ce sera tout un peuple qui va perdre. Ce ne sera pas les politiciens qui, en général, ont déjà une vie sociale au-dessus de la moyenne qui vont perdre. Ce sera ce peuple qui croupit encore de la misère qui va perdre.
au-delà des intérêts des partis politiques, qu'on puisse tous se mettre ensemble afin que ces pays puissent aller de l'avant. Et le président, en tant que garant de la nation, devra être celui qui montre l'exemple. Et l'exemple doit commencer tout autour de lui. Il doit apprendre à frapper même tout autour de lui, afin que les choses puissent aller dans la bonne direction. Et les Congolais qui vous regardent, aux Congolais, frappés par les désespoirs, j'entends même les gens dire, bon, on entend des discours comme ça d'un peuple fatigué qui ne croit plus en l'avenir, qui ne croit plus en ces choses-là. Ça sera quoi le mot de UNIS? aux Congolais, je dirais, on dit tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, dit la Bible. Ce que je veux leur dire, c'est de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir en notre pays. Et j'aimerais nous encourager partout où nous sommes, que nous ne puissions pas être de ceux-là qui vont institutionnaliser l'antivaleur qui gangrène dans notre société. La corruption, nous devons la combattre partout où nous sommes. Ça commence par les policiers au coin, à qui nous ne devons pas remettre 500 francs. Ça commence par le respect de loi. Je crois en ce pays et j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions encore participer à la renaissance de notre pays. Que ça ne puisse pas être les politiciens qui puissent nous faire perdre espoir, mais que nous puissions nous engager partout où nous sommes, afin que ce Congo, qui est notre héritage, puisse être ce pays dont nous avons tant rêvé, où il fait beau vivre. Investissons-nous partout où nous sommes, luttons contre la corruption, dénonçons les antivaleurs, et le Congo ira mieux dans les jours qui viennent. C'est donc avec ces mots qu'on va terminer cette émission. Monsieur Jimmy Kande-Wakande, ça a été un grand plaisir et un vrai régal d'être avec vous. Merci de nous avoir reçus ici chez vous. Nos portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez. Et nous, ça nous fera énormément plaisir de pouvoir accompagner ces combats qui est un combat de nous tous au-delà de tout. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'opportunité en tant qu'institution de pouvoir partager sur ce sujet qui nous passionne et qui est à la base de ce que nous vivons dans ce pays, et que chacun de nous, partout où il est, puisse apporter une pierre afin que les choses puissent aller dans la bonne direction dans ce pays. Merci à vous. Madame, Messieurs, cette émission est donc terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était Monsieur Jimmy Kande-Wakande. Il est coordonnateur de la structure UNIS, cette structure qui lutte contre la corruption ici en République démocratique du Congo. Avec lui, on a fait un focus sur la corruption, ce qu'il faut faire, comment faire pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre pays. Je serai heureux de vous retrouver lors du prochain numéro. Entre-temps, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.